Il est interdit d'être vieux, Emmanuel Aumonier, sur Radio J. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il est interdit d'être vieux, l'émission qui ne vieillit jamais, et ce grâce à ses invités. Avec nous ce soir, Benjamin Oliven. Il vient remettre en cause la valeur de l'art contemporain et il publie un essai à ce propos, L'autre art contemporain, pour proposer un autre art contemporain, justement, rester figuratif. Donc c'est paru chez Grasset le mois dernier. Bonsoir. Bonsoir. Benjamin Oliven, et bienvenue. Merci sur beaucoup. Radio J. Alors vous êtes normalien en philosophie, je crois, c'est ça ? Oui, j'ai fait de la philosophie à Normal Sup. Professeur aujourd'hui de littérature Oui. plus ou moins française à Columbia. Exactement, enfin je fais une thèse et donc j'enseigne dans le cadre de cette thèse. Et on comprend dans cet ouvrage que ce sont vraiment tous les arts qui vous intéressent. Alors, vous avez choisi d'écrire votre premier ouvrage sur cet art contemporain. Pourquoi justement cet art plutôt qu'un autre ? J'ai toujours eu une passion pour l'image, dont je ne saurais pas trop dire d'où elle me vient, et notamment jusqu'à un âge assez tardif pour la bande dessinée. C'était vraiment ma passion, et bon, je m'intéressais aussi à la peinture, mais disons que je n'avais pas des connaissances très approfondies. Et après, vous savez, quand on fait des études très sérieuses, type Cagne, Normal, etc., à un moment, on en a marre des livres, on a envie de se reposer. Et le repos du cagneux, c'est souvent le cinéma. Et moi, ça a été le cas, et ensuite le musée. Et donc, j'ai beaucoup été au musée, et été dans des galeries de peinture. Et j'ai retrouvé cette passion pour l'image et retrouvé progressivement des artistes qui me plaisaient énormément, mais qui ne correspondaient pas à l'art contemporain mainstream, on va dire. Alors, le début de votre roman est assez drôle parce que c'est pas vraiment un roman, mais votre roman. Vous faites bien de me corriger. Le début de votre essai, c'est pas du tout un roman, parce que vous vous moquez de toutes les grandes stars de l'art contemporain, et vous dites, par exemple, tout le monde sait finalement dans les salles de vente, dans le milieu de l'art contemporain, que Jeff Koons n'est par exemple pas un véritable artiste. Comment vous expliquez cette espèce de jeu de dupes ? Comment je l'explique ? Principalement, disons, à cause En fait, on aborde les arts plastiques, l'art, à l'aide d'un discours, un discours idéologique, un discours sur l'histoire de l'art. Et en gros, on se refuse, on n'ose pas critiquer certains artistes ou dire que ça ne vaut rien parce qu'on a peur d'être le bourgeois qui arrive des impressionnistes ou de Van Gogh au XIXe siècle, et qu'on considère que les artistes dits contemporains d'aujourd'hui sont les descendants de ceux-là, puisqu'ils s'inscrivent dans une histoire qui est une histoire de subversion et de déconstruction. Or, j'explique que cette histoire est fausse et qu'on n'a pas à se laisser intimider. Alors vous dites, j'ai essayé d'aimer l'art contemporain, j'y suis pas vraiment parvenu. Oui, tout à fait. Non, c'est-à-dire qu'à un moment, je m'intéressais à la peinture, aux arts, et on lit des histoires, et donc, disons, il y a un moment où on se dit, on veut suivre en fait la marche du musée. Le musée du XXe siècle, par des impressionnistes, va au cubiste, à l'abstrait, et ensuite, dans les salles des années récentes, c'est le minimalisme, le conceptuel, etc. Et donc, j'essayais de suivre, disons, la marche de l'histoire de l'art. Mais je voyais bien que j'avais beaucoup moins de plaisir dans les salles les plus récentes que dans les salles les plus anciennes. Et que par contre, ce plaisir, je pouvais le trouver dans des arts beaucoup plus mineurs, dans la chanson, dans la série télévisée, dans la bande dessinée, dans l'affiche. Voilà. Ou bien chez des artistes plastiques, mais qui n'appartenaient apparemment pas à cette grande marche de l'histoire. Et alors justement, vous parlez de ces arts dits mineurs dans le livre, en disant que c'est aussi un peu une note d'espoir, parce que finalement, si on attend d'aller au cinéma pour aller voir le dernier Cadmerade, ou on va se coucher à 2h du matin pour regarder la dernière série Netflix, exactement, finalement c'est bien, parce que ça prouve qu'on a encore ce désir d'art. Non, mais bien sûr, parce que, en fait, l'art, les arts se sont développés au cours du temps parce qu'ils répondent à des besoins humains fondamentaux. N'oubliez pas que l'homme est un animal qui rêve, c'est-à-dire qui se raconte des histoires, qui se fait des films toutes les nuits. Et donc, les arts correspondent à ce besoin profond, que ce soit la poésie, la musique, le roman, le cinéma, la peinture. Et ce n'est pas parce que dans certaines grandes avant-gardes au XXe siècle, on a décidé de se passer
de la dimension de base des arts, la dimension artisanale, la narration, la mélodie, la figuration, ce n'est pas parce que les avant-gardes ont décidé de s'en débarrasser que l'être humain allait s'en passer. Et donc tout ce désir d'artisanat est allé se réfugier dans les arts mineurs. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons qui explique par exemple l'odyssée de la pop musique au XXe siècle, je pense. Et justement, en parlant d'artisanat, vous regrettez le temps où les grands artistes avaient une sorte de métier, de savoir-faire. Vous parlez par exemple de Léonard de Vinci en rappelant ses talents de géomètre. Et vous trouvez que les artistes aujourd'hui, finalement, ils savent plus faire grand-chose de leurs mains, paradoxalement. Certains artistes, les plus cotés ou les plus mainstream, ceux dont je parle, ils savent très bien le faire. Effectivement, disons la dimension artisanale des arts doit jamais être oubliée. Ça ne veut pas dire qu'elle se soit tout. C'est pas parce qu'on sait dessiner ou peindre ou qu'on va être un bon peintre. Mais c'est difficile de faire sans, je pense. En fait, l'exemple que je prends souvent, c'est celui du boulanger. Si on raconte un boulanger pendant 100 ans que c'est un prophète, que le sens de l'histoire passe par ses mains, etc., il va pouvoir avoir la tentation à un moment de faire quelque chose d'historique et de faire une baguette conceptuelle, une baguette sans mie. Et en faisant ça, il se débarrasserait de la dimension artisanale de son métier qui fait la valeur du bon boulanger. Et les peintres, à une échelle plus noble, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une dimension artisanale qui ne devrait pas être perdue de vue, je pense. Alors, qu'est-ce que ça révèle de notre civilisation ? Vous dites que le monde autour de vous, vous avez la sensation qui s'enlaidit, qu'on mette au pinacle justement des Jeff Koons, des Damien Hirst, et que paradoxalement à d'autres époques c'était des artistes comme Rembrandt ou plus récemment encore comme Picasso qui étaient tout en haut. Oui, bien sûr. En fait, déjà, notre civilisation a mis l'art au sommet de son échelle des valeurs, et c'est assez récent, c'est-à-dire ça date d'après le romantisme du 19e siècle, 20e siècle, où c'est vraiment où l'artiste est vraiment ce qui est le plus important. Et même au 20e siècle, il y a tout ce mouvement qui dit aux gens qu'il faut vivre comme des artistes, que le but d'une éducation, par exemple, c'est de développer chez l'enfant le potentiel créatif de chacun. Donc, nous vivons dans une civilisation qui a mis les arts au pinacle. Mais les arts que désormais nous portons au pinacle, c'est des arts du n'importe quoi, en tout cas dans l'art contemporain, je le pense. Je parle des principaux artistes, les plus cotés, etc. Et ça, je trouve que c'est un syndrome très inquiétant, un syndrome de nihilisme, disons-le, ou en tout cas, oui, de relativisme exagéré. Vous, une œuvre d'art, ça sert à quoi, selon vous ? Ah, ça sert à quoi ? Écoutez, je crois que ça sert, pour reprendre cette expression, à enrichir notre monde, notre perception du monde, en nous faisant voir des dimensions qu'on n'avait jamais vues. Je pense souvent à la formule de Baudelaire, le génie c'est de créer un poncif. Donc voilà, si je dis d'un hypocrite que c'est un Tartuffe, c'est parce qu'il y a une pièce de théâtre qui m'a fait voir quelque chose que j'ai jamais vu, qui est le Tartuffe, c'est l'hypocrite par excellence. De même, si nous disons qu'une jeune fille ressemble à un Botticelli, ou si nous disons que quand on dit je vais vous faire une œuvre que vous ne pouvez pas refuser, on fait référence à un film très célèbre, Le Parrain. Et donc, en fait, pour moi, c'est à ça que sert l'art, c'est-à-dire à enrichir notre vision du monde d'autres mondes, ou d'autres visions du monde. Et à donner des références aussi. Vous avez trois critères, parce que je vous ai posé la question, mais je connaissais la réponse puisque j'ai lu le livre, et vous donnez donc la beauté, l'émotion et le sentiment d'admiration pour son auteur. Ouais. Est-ce que une des trois conditions que je viens d'énoncer est présente quand même dans l'art contemporain aujourd'hui, justement dans les grands canons ? Écoutez, il y a des artistes qui appartiennent au monde, au système, au cirque de l'art contemporain que j'aime bien. Par exemple, ce sculpteur hyper réaliste qui s'appelle Ron Mueck. Mais si vous prenez les 4 ou 5 artistes les plus cotés, Hirst, Koons, McCarthy, Cattelan, non, je crois pas que ça soit présent chez eux. Et on va justement vous allez lire et nous on va écouter un extrait de votre ouvrage qui parle de cette admiration. C'est au début de l'ouvrage, on vous écoute. Alors, ce qui disparaît dans cet art contemporain, c'est l'admiration. Et l'admiration pour un objet singulier, l'œuvre. Les artistes du passé dont le nom est parvenu jusqu'à nous suscitaient l'admiration. Et cette admiration se portait sur les œuvres qu'ils étaient capables, et eux seuls, de produire. J'admire Michel-Ange, car j'admire l'auteur de la Pietà.
C'est la rencontre avec la Pietà qui m'émerveille et me fait me demander qui est l'homme qui a bien pu produire cela. Dans l'art contemporain, l'ordre s'inverse. On ne nous parle jamais d'œuvres, mais bien d'artistes, ou prétendus tels. Les œuvres sont secondes. Elles sont là comme signe de l'existence d'un artiste, et non pour elles-mêmes. De tels bidules auxquels on ne prêtait pas attention et qui n'avaient aucun intérêt, on nous dit soudainement avec componction que c'est un Reimann, ou que c'est un Buren, et soudain tout change. Il faut les aborder avec un respect sacré, l'objet insignifiant se nimbe d'une aura magique. On quitte alors le critère de l'admiration, et de l'admiration pour un objet, critère qui était celui de tous les arts. Ainsi, on sait que l'immense majorité des trésors qui sont dans les musées, statues grecques, africaines ou gothiques, sont des chefs-d'œuvre anonymes. Ils n'ont pas besoin d'avoir un auteur pour qu'on les admire, l'œuvre seule compte. Or, un chef-d'œuvre anonyme d'art contemporain représente une double impossibilité théorique. Car pour paraphraser la blague juive, Dieu n'existe pas, mais nous sommes son peuple, on pourrait dire que dans l'art contemporain, il n'y a pas de chef-d'œuvre, mais il est signé. Un musée d'art contemporain, s'il liste son catalogue, peut produire une liste de noms prestigieux. Mais comme accumulation d'œuvres qu'on regarde et qu'on chérit, il est condamné à décevoir. Circuler, il n'y a rien à voir. Justement, sur l'admiration, est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes aujourd'hui qui vont admirer quand même Jeff Koons, mais un peu à la manière d'un joueur de foot ou d'une bête de foire, genre c'est quand même extraordinaire ce qu'il fait, ou qui vont l'admirer parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Donc il n'y aurait pas une certaine admiration peut-être déplacée quand même? Ah, mais vous remarquez que là, ils admirent l'artiste, ils admirent pas l'œuvre. Ils se disent pas cette œuvre est extraordinaire, j'y avais pas pensé, c'est dingue. Moi, je dis souvent que quelque chose qui m'amuserait, c'est de voir non pas les prix que font les œuvres aux enchères, mais les ventes de cartes postales dans les musées. Les étudiants qui achètent des petites cartes de postales et qui les mettent avec une épingle dans leur chambre d'étudiant. Et là, je suis sûr qu'on verrait les valeurs réelles, qu'on verrait certaines valeurs s'effondrer et d'autres augmenter grandement de peintres dont on pense qu'ils ne vont pas dans le sens de l'histoire. Oui, il peut y avoir une admiration pour Koons, pour son génie du marketing ou Pour son talent de chef d'entreprise. voilà, pour son talent de chef d'entreprise. Mais je ne crois pas qu'il y ait une émotion de type artistique. Et on parlait justement de l'émotion. Jeff Koons, j'imagine, qui revendique créer de l'émotion. Et vous dites non, en fait, ils ne font que choquer les artistes contemporains. Aujourd'hui, c'est un peu leur profession. Ils ont même changé un peu notre association entre le génie. Maintenant, on va l'associer à quelque chose qui choque, une sorte de grande déflagration. Mais vous dites quand même, finalement, il choque plus personne. Tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a une esthétique du choc qui est née au XXe siècle, qui aurait beaucoup d'explications. Peut-être la Première Guerre mondiale et le retour de la fin des idéaux de la civilisation européenne et le retour de l'animalité. Mais disons, il y a une esthétique du choc qui est présente. Vous voyez, dans le rock, le punk, le rap, dans les films de Scorsese, de Tarantino, et donc qui produit, donc, là, dans les exemples auxquels je pense, des très beaux résultats. Mais disons, d'une part, ça fait que notre époque est peu en mesure d'apprécier des œuvres qui choquent pas, qui sont classiques. Et d'autre part, il y a des artistes ou des génies du marketing, disons, qui se servent de ça pour faire ce qu'ils appellent choquer, et croire que ça va être de l'art. En fait, choquer, c'est quoi? C'est, vous voyez, le plug anal de McCarthy, la banane de Maurizio Cattelan à Art Basel, Miami, les jouets de Jeff Koons. C'est pas du vrai choc, en fait. C'est des imitations de ce qui sont les provocations de l'art depuis 100 ans. Et ça ne dérange absolument personne. C'est d'emblée accepté. Faire du Duchamp 100 ans après, pour moi, c'est pas très subversif. Et vous dites autre chose aussi d'intéressant pour prolonger ça dans le livre, c'est que finalement, vous, ce qui vous choque dans ces œuvres, c'est qu'elles soient subventionnées et appréciées et achetées, mises en valeur par exemple, le ministère de la Culture en France et énormément d'autres grandes institutions. Oui, je vais vous dire que Jeff Koons fasse, ou d'autres, ou McCarthy ou Cattelan, fassent ce qu'ils font, grand bien leur face, si ça les rend heureux. Qu'il y ait des gens pour acheter ça, pour les revendre, pour y voir des bons placements, peut-être même pour les mettre dans leur salon, soyons fous. Tant mieux pour eux. Ce qui m'attriste et me dérange et m'inquiète, c'est quand des institutions culturelles de la France, qui est quand même l'un des pays qui a des institutions culturelles les plus puissantes, comment dire, se
passe à côté aussi, parce qu'en faisant Voilà. ça, elle choisit. Exactement, se couche devant ces puissances du marché, expose Koons à Versailles, McCarthy place Vendôme, euh, encore Anish Kapoor à Versailles ou des choses comme ça, et du coup apportent leur crédibilité d'institution nationale à ces entre guillemets artistes, et ce faisant aussi loupe d'autres artistes. Dont on va bientôt parler. Mais avant de parler justement de ces artistes que vous nous avez proposés ou fait découvrir, en tout cas pour beaucoup, pour ma part, vous écrivez qu'au fondement de l'art contemporain, il y a une idéologie. Et cette idéologie, c'est la marche irréversible vers le progrès. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu ? Oui, on a déjà commencé à en parler, mais je reprends. Effectivement, c'est-à-dire que les musées d'art moderne, les musées du XXe siècle et les histoires de l'art du XXe siècle sont organisés sur le mode de la succession d'avant-garde. C'est-à-dire qu'un auteur est intéressant que s'il s'inspire Voilà. que s'il préfigure. Exactement, c'est-à-dire que chaque salle amène à la suivante et on vous raconte une histoire il y a eu les impressionnistes, après il y a eu les post-impressionnistes, après il y a eu le fauvisme, après il y a eu le cubisme, après il y a eu l'abstraction, le surréalisme, ce que vous voulez, jusqu'aux abstraits américains, et ensuite là on passe de Paris à New York, et donc les abstraits américains, le pop, le minimalisme, le conceptuel. Effectivement, chacune de ces avant-gardes a bien existé, et en plus certaines d'entre elles ont produit des chefs-d'œuvre indiscutables. Mais ce faisant, on fait de l'art une dimension de l'histoire, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui règne. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'il y a des artistes énormément qui ne s'intègrent pas à ce schéma de l'histoire, qui peignent et qui ne vont pas dans le sens de la dernière avant-garde, ou qui n'obéissent pas à cette histoire. Par exemple, un très grand nombre de peintres qui ont considéré que l'invention de l'abstraction ne devait pas les faire renoncer à la peinture figurative. Tout à fait. Et alors, la beauté, justement, dans l'art, votre définition de la beauté, elle est transitive, c'est-à-dire il faut que ça nous ramène à du concret, ça nous donne une vision du monde. Pourquoi d'autres pourraient vous rétorquer, par exemple, non, moi la beauté, justement, c'est le contraire, c'est ce qui me fait sortir de moi-même, c'est ce qui me fait rencontrer d'autres mondes que je pensais qui n'existaient pas, etc. Qu'est-ce que vous répondez à... Oui, tout à fait. Non, mais d'ailleurs, là, ce que vous dites est vrai, parce que moi, je peux aimer beaucoup la science-fiction, le fantastique, ou de la peinture, ou des arts qui ont trait à l'imaginaire, comme le surréalisme. Encore que je préfère le réalisme au surréalisme. Mais effectivement, je me suis rendu compte que, c'est ce que je vous disais sur le poncif un peu plus tôt, l'art, malgré tout, part du monde dans lequel nous vivons, le décrit, le stylise, et pour moi, il doit nous y ramener. En tout cas, moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est l'art qui nous ramène au monde, qui nous fait voir le monde, et qui ne nous arrête pas dans la contemplation simplement de sa forme. Alors, vous dites également que finalement notre époque sera peut-être celle des artistes maudits, celle où il y aura le plus d'artistes oubliés qui auront vécu dans une relative misère ou anonymité. Vous en êtes persuadé de ça ? Oui, en fait, c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est-à-dire que j'ai découvert des artistes vivants aujourd'hui, dont je pense qu'ils ont un très grand talent, et qui sont complètement à côté, et qui sont dans un anonymat, mais bien plus grand que celui des artistes dits maudits de l'époque des impressionnistes, qui avaient des collectionneurs, qui avaient des poètes, qui avaient des écrivains pour les soutenir, Zola, etc. Et donc la situation m'apparaît d'une certaine manière bien plus dramatique aujourd'hui. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler d'un de ces artistes ? Alors vous parlez de Truffaut, d'Arica, de Jean-Baptiste Sécheret, pardon, de Safran aussi. J'ai inversé les deux. Est-ce que vous pouvez un peu faire partager aux auditeurs de Radio J et nous parler d'un peintre justement en particulier, ou sculpteur qui vous a marqué ? D'abord, je vais dire un mot avant de parler de Sam Safran, c'est que la liste que j'ai rassemblée dans mon livre n'est pas une liste seulement subjective, c'est pas seulement mes goûts personnels, le caprice, le j'aime pas. Je me suis fondé sur le critère de la reconnaissance des artistes entre eux. Je suis parti des derniers grands artistes figuratifs français reconnus comme tels dans le monde entier, c'est-à-dire Balthus et Giacometti, et j'ai suivi les traces de leurs amis, de leurs disciples, des gens dont eux-mêmes admiraient le travail, et ainsi de génération en génération.
Et je me suis aidé aussi de quelques grands témoins, grands critiques, d'écrivains, de poètes, de photographes comme Cartier-Bresson, qui avaient connu cette génération-là, qui avaient connu Picasso, Matisse, Balthus Giacometti, et qui ont aimé et connu les artistes dont je parle. Donc il y a quand même une filiation réelle et une histoire réelle, c'est pas qu'une histoire subjective. Alors l'un des artistes importants de cette histoire, c'est Sam Safran. Et je pense que ça peut intéresser les auditeurs de Radio J pour la raison que vous allez voir. C'est que donc, Sam Safran est d'origine juive polonaise. Il s'appelle Samuel Berger de son vrai nom. Safran, c'est le nom de sa mère. Il est né en 1934 à Paris. Il a été raflé pendant la rafle du Veldiv. Il a réussi à s'échapper du Veldiv par miracle, parce que c'était un petit garçon blondinet. Il a ensuite été caché pendant la guerre. Il a été arrêté et il aurait été déporté s'il n'y avait pas eu la libération. Et ensuite, il a mené une vie, il a décidé de se consacrer à la peinture. Il a été à Montparnasse dans les années 50-60, où c'était vraiment un marginal. Il était héroïnomane, très porté sur l'alcool, connaissant tous les gens qui comptaient à Montparnasse et étant l'ami de tout le monde. Et notamment, il a rencontré Giacometti, qui a été une rencontre très importante pour lui. Il a commencé comme peintre abstrait, et ensuite, il est revenu à la figuration. Et progressivement, il s'est intéressé à certains médiums qui n'étaient pas la peinture à l'huile, c'est-à-dire l'aquarelle et le pastel. Et il a trouvé un premier thème. En fait, Safran, c'est quelqu'un qui redéfinit l'optique ou la perspective, c'est-à-dire qu'il peint et représente des espaces tels que vous ne les avez jamais vus en s'écartant un peu de la perspective traditionnelle. Et notamment, il a trouvé le motif d'un escalier, d'une cage d'escalier parisien, ou parisienne, qui l'a énormément fasciné, parce qu'un escalier, c'est très dur à faire pour un peintre, parce que le peintre découpe une fenêtre dans le monde, mais le regard dans un escalier monte et descend. Donc il n'est pas stable, il est dynamique. Et donc c'est assez difficile pour un artiste de représenter visuellement ce mouvement du regard. Et donc il a peint et dessiné des dizaines et des dizaines d'escaliers. C'est ce que vous avez choisi justement pour votre couverture. Un escalier, donc c'est un motif plastique, mais c'est aussi un motif cauchemardesque qui fait penser à Kafka, à Wells, à Hitchcock. Et donc c'est l'un de ses motifs. Et ensuite, à partir de cette exploration, il a peint d'autres choses, et notamment un autre de ses motifs obsessionnels, parce que les artistes sont souvent des obsessionnels. Si vous pensez à Cézanne et à ses pommes ou à sa Sainte Victoire. Il a beaucoup peint sa femme Lilette au milieu d'un feuillage, d'un massif de rhododendron, de philodendron. Et c'est un thème beaucoup plus apaisé que l'escalier, qui est quand même assez cauchemardesque. Il y a une espèce de douceur, de beauté et de foisonnement du végétal. Et donc c'est un artiste très important. Il est mort en 2019. Il est très connu et aimé il est assez cher. Mais par exemple, voilà, alors bon, aujourd'hui il est mort, mais encore mettons de son vivant, mettons en 2000, si on voulait acheter une toile de Safran, ça nous coûtait combien ? Alors il se trouve qu'il a été soutenu par les collectionneurs contre les institutions publiques. Donc lui, il n'a pas vécu dans la Et donc il a fini à la fin de sa vie par valoir assez cher. Son record d'enchères, c'est, je crois, 850 000 €, donc c'est pas à notre portée. Donc maintenant, c'est cher, mais c'est grâce aux collectionneurs et pas du tout grâce aux institutions publiques. Et la preuve, c'est que quand il est mort, pour moi et pour beaucoup d'autres, Safran est un artiste immense. Et il n'y a pas eu un tweet du ministre de la Culture, du président de la République pour saluer sa mort, alors que le moindre concepteur de jeux vidéo a le droit à une nécrologie. Et c'est pas leur faute à ces institutions-là. Disons, ce n'est pas la faute de ce ministre de la Culture-là et de ce président de la République-là. C'est la faute de 20 ans ou 30 ans d'ignorance par les institutions culturelles françaises. Oui. Et il y a autre chose que vous dites qui est un peu triste pour notre époque, c'est le fait que si le spectateur aujourd'hui a tant de mal à apprécier une peinture classique, on a l'impression que c'est aussi peut-être parce qu'il n'a plus la culture pour les codes pour l'apprécier. Oui, en fait... c'est ce qu'on comprend un peu. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des artistes dont je parle, quand les gens les voient, mes amis, parce qu'avant d'écrire ce livre, j'ai beaucoup ennuyé mon entourage avec ces artistes, quand les gens les voient, ils ont une première réaction en disant « oui, c'est un peu trop sage pour moi ». Parce qu'effectivement, nous sommes dans cette esthétique du choc dont j'ai parlé. Mais en fait, je trouve que les doutes se dissipent assez vite et que si vous avez longtemps en face de vous un tableau d'un de ces artistes, même s'il est classique, vous en verrez tout de suite la beauté et ça ne fera pas de doute, quoi. Et alors, il y a d'autres passages assez drôles, mais aussi assez
assez profond quand vous faites une réflexion sur l'art français et vous reprenez de voler Emmanuel Macron qui avait justement pendant la campagne, je crois, dit non, il existe pas l'art français, je ne l'ai jamais vu. Je crois que c'est ça ce qu'il avait dit. Pourquoi il existe selon vous? Et ben en fait, tout simplement, je me suis rendu compte en connaissant mieux et mieux la peinture que même dans les arts non langagiers, même dans les arts qui sont pas... Parce que bon, évidemment, si on dit un roman russe, tout le monde sait qu'il y a un roman russe. Ou un cinéma italien, ou je sais pas quoi. Mais même dans les arts non langagiers, c'est-à-dire la musique et la peinture, il y a des écoles nationales. Et elles sont, quand on connaît un peu, elles sont visibles ou audibles à l'œil nu. Je vous le jure. Et la peinture française existe, et évidemment nous, comme on est au milieu, comme on vit dans la peinture française, on s'en rend pas compte, mais de l'extérieur c'est très clair, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'un tableau, on peut voir qu'il est, si on s'y connaît un peu, qu'il est français, de même qu'on peut voir qu'il est danois, qu'il est espagnol, qu'il est suisse, qu'il est américain, et c'était une évidence qui ne faisait aucun doute pour toutes les personnes qui écrivaient ou pensaient l'art, au moins jusqu'aux années 60, je pense, y compris Picasso, qui a eu des réflexions sur ce sujet, y compris Malraux, Elifort, etc. Tout à fait, et justement, vous êtes d'accord avec Picasso, qui dit, finalement, les écoles nationales sont plus que nécessaires, elles expliquent même le succès d'un artiste, et Et elles fournissent des repères à un artiste dans sa création, mais même des repères inconscients, c'est-à-dire que vous vous demandez comment vos compatriotes ont traité ces problèmes plastiques avant vous. Et pour Picasso, ce qui est très frappant, c'est à la fois l'héritage de l'Espagne chez lui, c'est-à-dire les monstres de Velázquez, les démons de Goya qui deviennent ces visages un peu déformés, le portrait un peu frontal des Ménines qui devient les Demoiselles d'Avignon, les scènes d'histoire de Goya qui deviennent le Guernica. Et en même temps, il a été nourrir cette inspiration espagnole d'une passion pour la France et pour la peinture française. Et quand on voit les artistes qu'il collectionnait, c'était des peintres français, les artistes auxquels il a rendu hommage, qu'il a copié, et c'est très important pour lui. Et par exemple, l'Italie avait une très faible place dans l'imaginaire artistique de Picasso. Il s'en fichait complètement. eh bien, pas nous et pas vous, puisque vous parlez beaucoup d'artistes italiens dans votre ouvrage. Vous parlez donc de l'art contemporain et de cet autre art contemporain qu'on ne voit pas quand on n'est pas spécialiste ou amoureux de l'art. Et c'est un roman, je vais pas y arriver, hein. C'est un essai que vous pouvez vous procurer dans tous les points de vente habituels. Il est paru donc chez Grasset le mois dernier, en janvier 2021. On va maintenant entamer la deuxième partie de cette émission. Alors vous nous avez déjà donné un aperçu très large de vos goûts artistiques, et on va encore plus creuser, encore plus aller dans l'intimité, et on va écouter des extraits qui concernent des livres, des films, des œuvres musicales qui vous ont touché pour des raisons que vous allez nous expliquer. Et on va commencer avec un artiste qu'on a, il me semble, brièvement évoqué, c'est Balthus, qui est donc un peintre figuratif français du XXe siècle. On va écouter tout de suite un historien de l'art qui est important aussi pour vous, qui s'appelle Jean Clair, et qui en dit quelques mots. La grandeur de Balthus est à la fois qu'il ne s'est jamais soustrait à la nécessité de représenter, et par conséquent au besoin de pratiquer la figuration au sens propre du mot, c'est-à-dire l'art de la figure, du visage, et toute sa vie. Vous êtes d'accord avec Jean Clair ? Bien sûr, forcément. Je suis toujours d'accord avec Jean Clair. Oui, Balthus, en fait, la question que vous m'avez posée, c'est l'artiste qui vous a le plus marqué. Et ce qui m'a marqué chez Balthus, je trouve, c'est cette volonté, parce que c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui venait d'une famille assez cultivée, sa mère était l'amie et l'amante de Rilke, et il a connu un peu le tout Paris littéraire et artistique dans son enfance, mais il n'a pas fait d'école d'art. Il a décidé de devenir peintre tout seul, il a étudié tout seul, il a rencontré quelques peintres qui l'ont guidé sur sa voie, et ensuite il a peint ce qu'il voulait peindre, c'est-à-dire représenter le monde. Il a été un peintre figuratif tout au long du siècle, alors que le siècle prenait une toute autre direction. Il y a une force de la volonté chez Balthus, c'est-à-dire ce côté à la fois se former tout seul et peindre ce qu'on veut en fonction de sa nécessité intérieure et de sa compréhension profonde de ce que c'est que l'art, et indépendamment de toutes les modes, qui est très très impressionnant, et c'est ce qui fait qu'il m'a marqué. On parlait de Picasso. Picasso a acheté un seul tableau à un peintre plus jeune que lui dans sa vie, c'était à Balthus. Le Balthus qu'on peut voir au musée Picasso, Les Enfants Blanchard.
Alors qu'à une époque où ce Balthus avait une image de peintre figuratif, ringard, dans un siècle qui était maintenant cubiste, abstrait, etc., etc. Et donc c'est ça qui m'a marqué, c'est la puissance de sa volonté. C'est une œuvre incroyablement forte, nourrissante, qu'on réduit parfois à l'un de ces sujets scabreux qui est ou dits scabreux qui sont les jeunes filles. Euh, Même si, il y aurait beaucoup à en dire, mais je pense pas que ce soit si scabreux que ça. Mais il y a bien d'autres dimensions dans son art. Il y a une peinture de paysage qui est extraordinaire, des natures mortes, des portraits. C'est un des grands portraitistes du XXe siècle et c'est un peintre qui a été reconnu comme tel. Et d'ailleurs, on connaît les grands Anglais, Bacon et Lucian Freud et Hockney. Les trois ont une admiration sans borne pour Balthus. Ils ont fait le voyage de Paris pour le rencontrer. Hockney a séjourné dans son ancien atelier à Paris. Donc c'est, disons, les peintres figuratifs qui sont venus après lui l'ont reconnu et admiré comme tel. Il y a un autre artiste contemporain que vous aimez, que vous appréciez. Et celui-là, il connaît un très très grand succès. C'est dans la littérature, c'est Michel Houellebecq. Et on va écouter, avant que vous nous expliquiez pourquoi il vous plaît, on va écouter chez Thierry Ardisson, on va écouter Michel Houellebecq. Il semble bien que quelqu'un qui arrive à être comique, c'est qui sait mécaniquement comment on peut faire rire les gens, qui a trouvé ce secret-là, ce soit un secret triste. Parce qu'on est obligé de très bien connaître la nature humaine. Oui, on est obligé de très bien connaître la nature humaine et on s'interdit d'exprimer... tout événement peut être vu comme comique ou comme tragique, quoi, si on veut. On s'interdit d'exprimer le côté tragique. Et apparemment, ça finit par vous rendre vous-même très triste. Houellebecq, vous qui aimez bien faire se rejoindre les différents arts, vous le mettriez dans le courant naturaliste, réaliste? Oui, déjà il est extrêmement drôle. Là, l'entendre, c'est toujours un plaisir. Il a un côté pince sans rire ou droopy qui est vraiment tordant. En fait, moi, je vous ai dit, j'ai fait des études de littérature en Cannes, etc. Et malgré tout, la formation qu'on recevait, il y avait quand même l'idée, malgré tout, qu'il y a eu des avant-gardes au XXe siècle qui avaient mis fin à la course de la littérature. C'est-à-dire qu'après le nouveau roman, après Proust ou je sais pas quoi, toutes les dissertations devaient finir un peu là-dessus. Et donc c'était fini, la littérature était terminée, on était arrivé à la forme pure, au roman sans personnage, etc. Et donc c'est ce que j'apprenais. Et puis au même moment sont sortis les livres de Michel Houellebecq. Je me souviens quand il a eu le Goncourt pour La carte et le territoire en 2010, je pense que c'était vraiment dans ces années-là. Et sa lecture m'a fait un bien fou parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas renoncé au roman, qui était extrêmement drôle, je l'ai dit. Et en plus, moi j'étais un peu, complexé par la philosophie à ce moment-là, mais lui, il pouvait parler d'idées dans un cadre romanesque et ça m'a beaucoup marqué. On pourrait dire ça aussi de Kundera que vous citez aussi. Que je cite aussi et qui m'a fait le même effet. Mais voilà, et je trouve que Houellebecq est un... Effectivement, il y a des points communs avec des artistes dont je parle, c'est-à-dire il s'est libéré de la tyrannie de certaines avant-gardes du XXe siècle en rembobinant et en reprenant les choses là où le XIXe siècle les avait laissées. On pourrait dire ça de manière très différente d'un peintre dont je parle dans mon livre qui s'appelle Jean-Baptiste Sécheret. Dont j'ai écorché le nom. Voilà, mais je rectifie. Et voilà, et puis c'est quand même quelqu'un qui... C'est quand même quelqu'un qui nous dit quelque chose du monde dans lequel on vit et qui nous le... Donc c'est le lire, en fait, ce n'est pas s'échapper du monde dans les plaisirs de l'imaginaire, ça peut être ça aussi, mais c'est aussi lire le monde dans lequel on vit, les idées qui les constituent, les lieux, le supermarché, etc. Et donc ça me fascine. Et Houellebecq, c'est aussi un artiste complet, puisqu'il s'est essayé à la chanson, il s'est essayé au cinéma. Alors, je ne sais pas s'il écoute du Steve Reich comme vous, mais nous, on va en écouter un extrait. C'est un de vos morceaux en hébreu favori. On va écouter Tehillim, qui signifie psaume en hébreu, et qui est une mise en musique du livre des psaumes, composé en 81.
touche particulièrement cette musique? Je pense qu'on peut dire que c'est une musique sacrée. Tout à fait. Bon, vous m'avez demandé ma musique en hébreu ou en yiddish préférée. J'ai pensé d'abord à des prières, des choses comme Manishtana ou je sais pas quoi. Mais j'ai voulu parler de Steve Reich parce que c'est un compositeur américain qu'on dit minimaliste. Et en fait, lui aussi a fait un peu dans la musique ce que les artistes dont je parle ont fait dans la peinture. C'est-à-dire qu'il est revenu à la tonalité, à la musique, dans le champ de la musique savante, la musique dite classique, après certaines avant-gardes. Donc, bon, il a un statut ambigu, il est à la fois aimé par les modernistes et les classiques, mais c'est un très grand compositeur, et disons, après ses œuvres les plus novatrices comme musique pour 18 musiciens, il est revenu, il a fait un retour à ses racines juives, à l'histoire du XXe siècle, et il a fait cette œuvre, Tehillim, qui est donc une mise en musique de certains psaumes de la Bible en hébreu, en essayant de trouver la manière de les vocaliser, et je trouve ça très beau, voilà. Et on va maintenant revenir un demi-siècle presque en arrière déjà, et écouter In My Life des Beatles. C'est la chanson qui vous apaise. Bon, moi je trouve pas que vous ayez l'air particulièrement perturbé, mais elle vous apaisera C'est encore la question plus. que vous m'avez posée. Oui. Exactement. Et vous y avez tout à fait bien répondu. Enfin, en tout cas, on va essayer de s'en rendre compte en écoutant un extrait d'In My Life. As something new, though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Alors, vouer un culte aux Beatles, ça paraît évident, mais est-ce que vous pourriez Bien expliquer sûr, à ceux qui ne comprendraient pas? Comme tout le monde. Déjà, c'est drôle parce qu'en fait, les Beatles, enfin pas tellement les Beatles, mais disons la musique des années 60-70, c'est la musique qu'écoutaient mes parents, avec laquelle j'ai grandi, et j'ai eu un moment, vers 15-20 ans, où j'ai un peu arrêté d'écouter Vous ça. avez écouté Trio. Voilà, l'hymne de nos campagnes, où j'ai écouté d'autres choses, parce que voilà, ou bien du classique, ou bien du rap, parce que bon, ça j'avais fait le tour. Et après, une fois l'adolescence passée, j'y suis revenu parce que il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ces 2 décennies, je trouve, une production musicale unique en son genre, et dont les Beatles constituent pour moi le sommet, ou l'un des sommets. Et j'aime beaucoup cette chanson qui a été principalement écrite par Lennon. Enfin, les paroles sont de Lennon. Oui, alors il y a une dissension là-dessus. Exactement, il y a un conflit. Et en fait, disons que ça date de l'album Rubber Soul, et c'est le moment où les Beatles ont déjà eu leur succès comme chanteurs qui font She Loves You, Yeah Yeah Yeah, etc. Donc avec du rock très énergique, mais un peu insipide dans les paroles. Et là, ils se décident, un peu sous l'influence de Dylan, l'autre pilier du temple de cette époque. Donc tu leur dis de raconter des choses. À aller plus dans la dimension du personnel. Et In My Life, c'est une chanson sur ses souvenirs de Liverpool. Sur le souvenir, puisque c'est un grand thème chez Lennon. Lennon me fait penser à Proust, en fait, parce qu'il y a beaucoup de thèmes communs, c'est-à-dire la présence du souvenir, le thème de la jalousie avec Jealous Guy, la paresse, fatigue, etc. Mais bon. Et donc, c'est une chanson où il revient sur ses souvenirs d'enfance, qu'ils approfondiront ensuite dans Penny Lane pour McCartney et Strawberry Fields pour Lennon. Et c'est une très belle chanson. Et on entend la partie, le couplet là, qui est par Lennon, et puis à la fin on a entendu ce qui s'appelle en anglais le middle eight, ce qu'on appelle en français le pont. C'est-à-dire un moment dans une chanson où la musique part ailleurs, et c'est un morceau au piano, probablement écrit par McCartney et joué par le producteur. Par leur producteur George Martin, et c'est joué au piano dans le style de Bach en fait, et c'est accéléré. La bande est accélérée, donc on a l'impression d'entendre du clavecin. Exactement. Et donc voilà, il y a une sorte d'inconscient baroque ou de Bach présent dans ce morceau des Beatles. Et ben on va rester dans le baroque et avancer le temps simplement à 3 ans plus tard, en mai 68, qui est un des moments politiques et sociétaux qui vous a le plus marqué. Et on va écouter Daniel Cohn-Bendit dans la cour de la Sorbonne, le 14 mai 1968. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est
C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les gens peuvent rentrer, il est évident que nous n'avons plus le droit d'être ici. Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne. Donc, ils occupent la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. La situation est nouvelle, c'est ce caractère inédit qui vous plaît dans Mai 68 ? Oui, c'est drôle parce que ça prolonge notre discussion précédente sur la musique de cette époque-là. Parce que vous m'avez demandé quel est l'épisode politique récent qui vous a le plus marqué. Et comme je suis un animal à digestion lente, j'ai pensé à Mai 68, qui n'est pas forcément si récent, mais qui a marqué la génération de mes parents énormément, et auquel je continue à réfléchir et à penser, parce que moi-même, je ne sais pas ce que j'en pense. Enfin, je suis constitué par l'histoire de cet événement, et je change d'avis à son sujet un peu tous les 3 jours. Et je trouve qu'en ce moment, je pense par exemple au livre de Camille Kouchner, mais même si elle dit que c'est pas le sujet, mais il y a quand même une réflexion sur cette époque. Il y en a une aussi chez Houellebecq, d'ailleurs, dans les particules élémentaires. Mais disons à la fois le moment de libération, de créativité énorme que c'était, si on pense à la musique par exemple, et peut-être les dégâts que ça aurait fait, ou en tout cas, disons, l'absence de recul de cette génération sur ses propres limites. Donc je trouve que même si ce n'est pas un événement très récent, c'est un événement qui continue de me faire réfléchir. Et alors vous avez vous avez évoqué Proust tout à l'heure. Et ben on va justement écouter un extrait, non pas de Marcel Proust évidemment, mais de Marguerite Duras qui parle de Proust. Pourquoi ? Tout simplement parce que Proust, c'est un des écrivains qui vous a le plus marqué. On écoute. Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait, pour ainsi dire, contaminé, illuminé, mais par lui-même, par sa propre existence, et par la puissance, la lucidité de son esprit tout à coup. Il s'écrirait que de choses autour de moi, en moi, que je n'avais pas aperçues. C'est en cela que Proust nous est familier, et qu'il s'adresse surtout à tous les écrivains. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il vous a influencé justement pour... Oui, c'est drôle que vous citiez cet extrait, c'est drôle. Oui, que dire, c'est un écrivain qui a poussé très loin les possibilités de l'art qu'il pratiquait, c'est-à-dire le roman, que j'ai commencé à lire vers 20 ans, et disons, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui m'a un peu emprisonné. C'est-à-dire que quand j'ai lu Proust, quand j'ai fini de le lire, après 4 ou 5 étés à m'y mettre assez sérieusement, je me suis dit, bon, ça y est, tout a été à peu près dit sur l'expérience humaine, il n'y a plus qu'à rentrer chez soi. Et disons, avec le temps, j'étais amené à le relire, à comprendre les choses différemment, et à comprendre qu'il disait que si on fait fond sur ce qu'on a en soi d'imagination et de sensibilité, on peut être amené à écrire. Voilà. Et on va maintenant parler de transmission. Je vous ai demandé quelle était la chanson, une des chansons que vos aînés vous avez transmise. J'imagine que c'est votre père, Denis Oliven, qui vous a transmis cette chanson de Cat Stevens, Father and Son, qu'on va écouter tout de suite. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way. Alors, vous l'écoutez à New York pour vous rappeler que votre père est toujours là. Ouais, c'est drôle, vous avez vu, on reste dans le thème des années 60 ou 70. Oui, Cat Stevens
est l'un des chanteurs préférés de mes parents, exactement le genre de musique qu'ils m'ont transmise et dont je vous parlais avant. Et que j'ai écouté tout petit dans la voiture, en vacances, avec mes frères et mes cousins, c'est-à-dire les enfants du frère de mon père, François Oliven, le médecin. Et en fait, les enfants Oliven ont tous des pères qui sont tous très présents et d'une certaine manière inoubliable, on va dire. Et donc c'est drôle parce que c'est la musique que ses pères écoutent mais qui nous ont transmise, et c'est une chanson sur un dialogue impossible entre un père et un fils. Cat Stevens fait les deux voix, et quand on se retrouve entre cousins, on la chante ensemble, et ça nous rappelle nos problèmes oedipiens, et en même temps la musique que nos parents nous ont appris à aimer. Et mon cousin Joseph Oliven, qui est metteur en scène, m'a dit la dernière fois qu'on l'écoutait ensemble, si un jour je monte Hamlet, je mettrai cette chanson. Parce que voilà, c'est sur le sujet. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. C'est une belle fin. Et peut-être que vous transmettrez cette chanson à vos enfants également. Et puis tous les Oliven, comme ça, des siècles là, plus tard. Merci pour cet essai sur l'art contemporain qu'encore une fois, je vous encourage à lire, auditeurs de Radio J. On apprend énormément sur à la fois l'art contemporain émergé de l'iceberg et puis celui qu'on voit pas. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Je recevrai la journaliste et écrivaine Laurence Benaïm, pour son dernier ouvrage. J'ai eu beaucoup de problèmes de prononciation pendant cette émission. Son ouvrage qui s'appelle La Sidération. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Radio J ou de votre oreiller, parce qu'il se fait un peu tard maintenant. À très bientôt. Merci pour tout, vraiment.